Hello les amis, nous sommes le samedi 25 avril 2020 et nous sommes toujours confinés. Alors, mon émission d'hier a suscité parmi certains d'entre vous beaucoup d'interrogations, puisque mon invité, Michel Taube, n'avait pas du tout les mêmes idées que moi. Mais de temps en temps, ça fait du bien d'avoir des personnes qui ne pensent pas comme vous, parce qu'on ne peut pas dénoncer, nous, la censure des médias qui ne nous laissent pas la parole, et en même temps ne pas laisser la parole à des personnes qui ne pensent pas comme nous, parce que sinon ça ne va pas le faire. De plus, moi j'ai quelque chose à vous dire, c'est que Michel Taube a ses convictions, chacun a le droit d'avoir ses convictions. Ce ne sont pas pour une partie concernant cette pandémie mes convictions à moi, mais je vais vous dire un truc. Je préfère qu'il ait raison et moi avoir tort. Mais si Michel s'apercevra qu'il a eu tort, je peux vous garantir qu'il sera à nos côtés et ça sera un sacré guerrier. Ça, je peux vous le garantir à 100%. Comme toutes les batailles qu'il a menées et que je vous ai montré dans cette émission. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est que la semaine qui arrive risque d'être décisive. Hein. Je vais vous donner des informations encore qui ne passent pas sur les médias français, parce que eux font la censure. Et hélas, quand des journalistes se réveillent, je vous avais déjà parlé de Brunet, là, il y a eu Jean-Pierre Pernaut hier, qui est quand même quelqu'un qui est très suivi sur le 13h de TF1, qui a lancé un petit coup de gueule contre le gouvernement. Ça n'a pas tardé. Voilà, Nicole Belloubet, les propos de Jean-Pierre Pernaut peuvent faire l'objet d'une sanction pénale. Il est inadmissible qu'en France, un présentateur télé puisse impunément critiquer le pouvoir en place, déclare la ministre de la Justice. Alors, moi je sais pas, mais si on peut plus critiquer le pouvoir en place, ça s'appelle plus une démocratie, ça s'appelle une dictature. Est-ce que la dictature est en marche dans ce pays? En effet, il se passe de drôles de choses ces derniers jours. Vous savez que je suis en contact avec beaucoup de médecins. Donc déjà, vous avez vu l'attaque qui a été faite sur le traitement du docteur Raoult de l'hydroxychloroquine. L'hydroxychloroquine qui est devenu subitement quelque chose de dangereux, mais je vous l'avais déjà annoncé ça depuis longtemps, que ces genres de résultats allaient parvenir. Par contre, je ne m'attendais pas à lire un titre comme ça, quoi. Raoult bientôt suspendu par l'ordre des médecins. Alors, évidemment, il y a encore un point d'interrogation. Les nuages s'accumulent, on toujours avec ces essais randomisés. Et donc, évidemment, la presse tout de suite embraye. Hein. Pourquoi la dernière étude du professeur Raoult est dans le viseur de l'Agence de sécurité du médicament? Alors, ça va être très intéressant, cette photo, avec le Plaquenil. Donc, il y a une étude dans le viseur de l'Agence du médicament. En fait, il faut bien comprendre qu'il faut une autorisation de l'Agence nationale de la sécurité du médicament pour mener une étude interventionnelle, qui n'est pas nécessaire si l'étude est purement observationnelle. C'est un petit peu complexe, mais ça devient tellement difficile dans ce pays que de soigner des gens. En fait, l'Agence nationale de la sécurité du médicament conteste la deuxième étude du professeur Raoult, puisqu'elle n'était pas interventionnelle comme la première, et que visiblement il ne s'est pas embarrassé de paperasse administrative pour lancer cette étude. Mais ça, c'est de la pure bureaucratie de la santé, quoi. Il y a des gens qui meurent, et là on le cherche des noises sur des papiers administratifs. Et évidemment, la presse aux ordres de Big Pharma relaie. Et le Conseil de l'Ordre et l'Agence nationale de la santé relaient. Alors moi, je voudrais leur dire un truc. La petite boîte là que vous montrez était en vente libre jusqu'au 12 janvier. Et vous voyez qu'en ce moment, ils disent qu'il y a plein d'effets négatifs, que ça provoque des crises cardiaques. Ah d'accord. Donc ça, c'était en vente libre pendant 50, 60 ans. Donc il va falloir porter plainte. C'est une évidence contre l'Agence nationale de santé publique en France, puisqu'elle a laissé un médicament dangereux, puisque c'est eux qui le disent, en vente libre.
Moi j'en ai pris, on m'a jamais demandé si j'avais des problèmes cardiaques. Donc ça sera fait. Mais évidemment, on ne s'attaque pas que à Raoult, on s'attaque à tout le monde. Hein. Voilà. Les médecins testeurs de remèdes menacés de suspension. Alors que plusieurs praticiens ont dévoilé ces derniers jours des traitements qu'ils jugent efficaces, l'organisme de régulation de la profession tape du poing sur la table. Les médecins, eux, restent inflexibles, mais ils subissent de sacrées pressions, puisque on peut les rayer de l'ordre. Hein. Vous vous rappelez, il y avait en Moselle des médecins qui avaient trouvé, qui s'étaient basés non plus sur l'hydroxychloroquine, puisque c'était déjà plus en vente, mais sur l'azithromycine avec d'autres facteurs. Donc de l'azithromycine, ils avaient rajouté du zinc, et aussi, pour certaines personnes, ils avaient rajouté du singulaire, utilisé chez les personnes asthmatiques pour son rôle d'anti-inflammatoire sur les tissus interstitiels pulmonaires. Et chez les formes sévères, ils rajoutaient de l'héparine à faible dose pour prévenir, lisez bien, les thromboses, les phlébites et les embolies pulmonaires fréquentes avec le coronavirus. Une des conditions sine qua non, c'est de démarrer ce traitement dès les premiers symptômes, pas d'attendre d'être en réanimation. Et donc il disait que depuis quelques semaines, nous avons tous les 3 prescrit ce traitement à tous nos patients atteints de coronavirus. Pour ma part, explique Denis Castaldi, cela représente plus de 200 patients. J'ai eu seulement 2 cas graves nécessitant une hospitalisation et qui s'en sont sortis depuis. Évidemment, ce n'est pas une étude multicentrique et randomisée, mais ce sont des résultats très intéressants. Donc, voilà quoi. Et attends, une fois de plus, je me répète, c'est quoi dans ce pays-là? Quand on est malade, maintenant, il faut d'abord des études randomisées avant de donner des médicaments. On marche sur la tête. Et alors, évidemment, c'est tombé ce matin, dans la presse mosellane, 2 médecins sommés de se taire. L'usage de certains médicaments, quand leur avait attiré les foudres des confrères, maintenant c'est le Conseil national de l'ordre des médecins qui ordonne à 2 généralistes mosellan de se tenir à carreau et de cesser de communiquer sur le sujet. Ça va beaucoup plus loin parce qu'on les interdit de prescrire, et ça j'en entends de beaucoup. Donc on rentre là maintenant dans une dictature médicale, vous avez des médecins qui soignent, et qui perdent leur temps, soit ils ont peur et ils s'enferment chez eux, comme le docteur Sabine Pagliard-Franco que l'on menace, et les autres, voilà, ils sont, au lieu de soigner des patients, ils sont en but à des tracasseries. Alors le Conseil de l'ordre des médecins n'est saisi, il faut le savoir, que sur indication d'autres médecins. Ça veut dire que des médecins caftent en disant, eux, ils sauvent des vies, mais avec des médicaments non autorisés. Ah bon, non autorisé par qui? Ah bah par l'OMS. Ah d'accord. Et par le gouvernement. Ah d'accord. Mais ils sauvent des vies? Oui, ils sauvent des vies. Donc il faut les punir. Ah d'accord, on va les punir. Allez, où on en est. Donc ça, les médecins qui font de la délation, c'est des médecins payés par Big Pharma, là-haut. On en est là. Donc si vous avez autour de vous des médecins, ou si même des médecins m'écoutent et vous les témoignez, vous m'écrivez, n'hésitez pas. Hein, je relais en tout anonymat. Là, j'ai donné les noms, c'est parce que c'est dans la presse, hein, je ne fais que lire. Évidemment, tout ce que je vous dis, c'est sourcé, et je mets toutes les sources, une fois de plus, dans le descriptif de l'émission. Donc, souvenez-vous quand même de ce qui avait marqué ici, en rouge. Ils ont ajouté du singulaire, utilisé chez les personnes asthmatiques, pour son rôle d'anti-inflammatoire sur les tissus interstitiels pulmonaires. Chez les formes sévères, on ajoute de l'héparine à faible dose pour prévenir les thromboses, les phlébites et les embolies pulmonaires fréquentes avec le coronavirus. Donc ça, ils avaient déjà trouvé ça eux. Moi j'avais fait une émission il y a 2 semaines expliquant cela avec mon urgentiste américain, le professeur Giannini, de ces soucis-là. Et j'ai eu droit à France 2 et France Télévisions avec des journalistes sorti de l'école pour, soi-disant, me descendre sur cette vidéo. Et donc 2 semaines plus tard, c'est paru hier dans les journaux. Coronavirus, une équipe de médecins du CHU de Besançon fait un lien entre Covid et embolie pulmonaire. Voilà. Et il a l'air tout fier, le professeur, là, de poser devant son scanner et d'avoir fait cette découverte. Sauf que, bon, elle est déjà sur YouTube depuis 2 semaines. Ta découverte. Donc je ne sais pas comment fonctionne l'Europe, vraiment. Hein. Il y a des gens qui bossent dans un pays, qui font des découvertes, qui publient. Les autres, ils n'ont pas le temps, la tête dans le guidon, ils ne les lisent pas. Ils font les mêmes découvertes 2 semaines plus tard, ils publient. Incroyable. C'est à l'Europe. Donc ça vaut vraiment pas la peine de dépenser des milliards pour payer des gens à rien foutre, hein, honnêtement.
Une petite victoire hier quand même pour l'hydroxychloroquine. On avait porté plainte pour excès de pouvoir et liberté de prescrire. Le Conseil de l'État a dit que les médecins avaient le droit de prescrire, mais ils ont rejeté la requête pour excès de pouvoir. C'est vraiment dommage, parce que je vois pas, quand même, c'était quand même un excès de pouvoir. Et donc une étude du Brésil. Alors, 636 patients, 412 personnes ont accepté et reçu le traitement du professeur Raoult pendant 5 jours, 224 l'ont refusé et n'ont donc pas reçu ce traitement. En plus, ceux qui l'ont refusé étaient moins inquiets de subir des complications et de ce fait, il y avait par exemple moins de diabétiques chez ceux qui l'ont refusé. Et donc, il y a eu des résultats qui sont spectaculaires. Il y a eu seulement 1,9% d'hospitalisation dans le groupe traité par le protocole Raoult contre 5,4% d'hospitalisation dans le groupe non traité. Donc ça veut dire 3 fois moins. Et les résultats sont encore meilleurs pour ceux qui ont pris le traitement dès le début des symptômes, comme le conseille le professeur Raoult. Et au total, seulement 2 personnes sont mortes dans le groupe qui a reçu le protocole du professeur Raoult, un arrêt cardiaque et un homme ayant un cancer métastasé. En sachant qu'à l'IHU Méditerranée, où exerce le professeur Raoult, quand les cardiologues de l'IHU disent non, ce sujet-là, non, parce qu'il est cardiaque, ils lui auraient jamais donné d'hydroxychloroquine. Et donc ça, il a toujours dit qu'il fallait faire attention. Donc, qu'est-ce que vont encore nous inventer les Français pour continuer à être le seul pays au monde où il n'y a pas de masque? Partout, on vend des masques dans les bureaux de tabac, dans les COP en Italie, je vous ai montré. En France, il n'y a pas de masque. Mais ils vont bientôt on va avoir des masques en tissu, à ce qui paraît. Et comment on va expliquer la France que ce soit le seul pays au monde où on interdisait aux médecins de soigner les malades avec des antibiotiques génériques de deuxième génération et de l'hydroxychloroquine connue pendant longtemps. On attend les réponses aux questions, puisque, à ce qui paraît, c'est pas les directives de l'OMS. Mais donc, l'OMS soigne comment? Bah écoutez, Internet a de la mémoire, hein. Donc allez, on fait un petit retour en arrière. Genève, 21 février. L'OMS a annoncé jeudi que les résultats préliminaires des essais cliniques des produits thérapeutiques pourraient être disponibles dans 3 semaines. 21 février plus 3 semaines. Je crois que c'est déjà passé. On n'a rien vu. Pourquoi? Nous attendons avec impatience les résultats. Ah bah oui, vous faites que ça, attendre des résultats. Hein. Et donc, l'un de ces essais est la combinaison de 2 molécules utilisées contre le VIH, le lopinavir et le ritonavir. Donc ça, on sait que c'est capoute, ça marche pas. On l'a démontré, on l'a déjà montré dans les émissions. Tandis que l'autre test antiviral est le remdesivir. Ce dernier est développé par le laboratoire Gilead. Il a montré une bonne activité antivirale contre le coronavirus SARS, le MERS. Hein. Et donc, il a également montré une assez bonne activité antivirale contre le Covid-19. Un essai clinique randomisé, blablabla, vous connaissez maintenant tout leur truc. Hein. Et donc, quelques temps plus tard, le 20 mars, le remdesivir est salué par l'OMS. Vous vous souvenez de la tête de celui-là? Je l'avais déjà montré. Non, celui qui va aller piquer les gosses dans les familles. Le seul médicament dont on peut penser qu'il serait efficace, donc il dit bien le seul médicament dont on peut penser qu'il serait efficace, il dit ça le 20 mars, serait le remdesivir. Mais il dit à pronostiquer. Alors là, je comprends pas. Dont on peut penser à pronostiquer. Donc ils font des pronostics. C'est un nouveau rebondissement pour un traitement dont les promesses n'avaient pas été tenues lors de l'épidémie Ebola. Donc c'est fou ça. Donc ils font des pronostics le 20 mars, alors que le 20 mars on soignait déjà. Hein. Bon, hier, c'est tombé de partout. Hein. C'est tombé de partout. Donc, je vous en mets juste un. De nombreux essais sont en cours sur le remdesivir, ainsi que sur d'autres médicaments. Mais la nouvelle de l'échec de cet essai est un coup dur pour la communauté scientifique. L'antiviral remdesivir du laboratoire américain Gilead Sciences a échoué à améliorer l'état des malades de Covid-19 selon les résultats d'un des premiers essais cliniques sur le médicament en Chine et publié prématurément, a rapporté jeudi le Financial Times. Coup dur pour la communauté scientifique. Un résumé des résultats de l'essai clinique a été publié avant d'être retiré sur le site de l'OMS. Oui, bien sûr qu'on va le retirer. Donc voilà, l'OMS, elle a prédit, elle a misé sur des choses qui ne marchaient pas. Et c'est elle qui dicte sa loi.
Donc si nous, on ne dit pas, comme l'OMS dit, oh, Remdesivir, Lopinavir, Ritonavir qui ne fonctionnent pas, ben on est censuré. C'est fou. Donc là aussi, on comprend que ces médicaments coûtent une fortune, hein, c'est 400, 600, 700, 800 dollars. Hein. On comprend aussi maintenant un petit peu mieux pourquoi. Il faudra que je fasse une étude vraiment très poussée là-dessus, statistiquement. Pourquoi chez les pays riches, il y a beaucoup plus de morts au million d'habitants que dans les pays pauvres, alors que ça devrait être l'inverse. Et je observais aussi les pays riches du Golfe Persique, vous savez, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, tout ça. Ils ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé que leurs voisins, quoi. À eux aussi, on veut leur vendre des médicaments chers, très chers. Les pays pauvres, eux, comme ils ne peuvent pas se les payer, bah, ils prennent les médicaments qui restent hein, et qui marchent. Donc comme ça a donné un truc aussi que vous entendrez jamais parler en France. La pétition demandant la démission du chef de l'OMS a dépassé le 1 million de signatures. Puisqu'il a raconté que des conneries, continue à raconter que des conneries depuis le début de la pandémie, et à mentir, et à se tromper. On vient encore de le voir, et il est toujours à la tête de l'OMS. Je sais pas, un salarié comme ça dans n'importe quelle boîte, il serait viré déjà 50 fois, quoi. Mais lui continue à faire des leçons. Par contre, il y a une leçon que j'aime bien, là, qu'il a donnée, franchement. Il dit qu'il n'y a pas d'immunité, pour l'instant. L'OMS, il n'y a pas de preuve scientifique que les personnes qui sont guéries ont des anticorps en grade de les protéger pour une seconde infection. Bah, je ne sais pas pourquoi vous continuez alors à prédire, à courir après un vaccin. Hein. Je comprends pas. Là. Soit vous êtes vraiment totalement dépassé par les événements, les gars. Il faut vous prendre des vacances parce que ça va pas, parce que je comprends pas. Parce que là, votre copain Gates qui vous finance, il réclame un certificat numérique pour identifier des personnes vaccinées contre le Covid-19. Bon, ok. Alors, je trouvais aussi un autre truc rigolo sur Gates, parce que ça date du 19 décembre 2019. Je vous mets la traduction. Quelle est la prochaine étape pour notre fondation sa fondation Melinda et Bill Gates. Hein. Je suis particulièrement enthousiasmé parce que l'année prochaine pourrait signifier pour l'un des meilleurs achats en santé mondiale, les vaccins. Waouh! T'es devin, Bill? Tu savais des trucs qu'on sait pas? Raconte-nous. Aussi, hein, il y a une pétition mondiale contre Bill Gates et sa fondation, dont on vous parle pas en France, on continue. Elle a du lait. Mais il a raison, hein. Parce que regardez, qui est Timothy Springer? Ce professeur de Harvard devient milliardaire pendant la crise des coronavirus. Et il devient milliardaire pour sa participation dans la société Moderna, société de développement de vaccins contre le coronavirus. Il récolte 17 000% en retour en quelques jours. Je vous mets l'article dans le descriptif si vous voulez le lire, juste pour vous montrer que c'est vrai qu'avec les vaccins, on peut devenir milliardaire. Hein. Mais malgré ça, l'OMS, toujours logique avec elle-même, s'associe avec l'ONU et lance une initiative mondiale pour accélérer le vaccin. Collaboration historique pour le développement, la production et la distribution. Regardez en bas, collaboration ONU, OMS et France. Une collaboration historique pour accélérer le développement, la production et la distribution du vaccin a été lancée aujourd'hui par le secrétaire général de l'ONU et le directeur de l'OMS et du président français Emmanuel Macron. Les États-Unis sont absents de cette affaire puisque Trump a lâché l'OMS et que je vous rappelle que Trump avait créé un nouveau département pour interdire les vaccins obligatoires. Ça, c'est daté du 19 novembre. Dans le but express d'interdire les vaccinations obligatoires dans tout le pays et de garantir aux citoyens le droit de choisir leurs propres soins de santé. Alors Trump, évidemment, vous avez entendu qu'il court après n'importe quoi. Hein. Aujourd'hui, vaccin, pourquoi pas, si ça marche. Mais ça ne sera pas obligatoire chez lui. On a découvert aussi l'autre jour, évidemment, on se moque de lui parce qu'il a eu une phrase malheureuse. Quand il y avait un de ces experts qui disait que pour l'instant, on observait que quand le virus était exposé au soleil, il mourait assez rapidement quand même. Hein. Donc était-ce les UV, était-ce autre chose? Et qu'il mourait aussi très rapidement avec un peu de gel hydroalcoolique. Donc il leur a dit, écoutez, trouvez-moi un truc, quoi, à base d'UV, à base de gel, vous pouvez pas injecter ces trucs-là, voilà.
Les gens ont juste repris la fin pour se moquer de lui. Lui, ce qu'il veut, c'est sortir le pays de la crise. Aux États-Unis, s'élèvent de plus en plus de voix sur ce qui se passe vraiment. Donc vous voyez, les Américains sortent dans la rue. Cela en valait-il la peine? Plus de 26 millions d'Américains ont perdu leur emploi en raison du verrouillage. Mais une nouvelle étude montre que le nombre de décès a été largement exagéré. On y reviendra, mais c'est vrai que aux États-Unis, ça crie beaucoup, et les gens sont dans la rue, parce qu'ils sont contre les gouverneurs qui sont presque tous démocrates, qui blindent un État, et les gens sont au chômage. Ça, en France, on l'a toujours pas compris, parce que vous êtes pour l'instant payés, les salariés. Les entreprises, elles s'en foutent, puisque c'est l'État qui paye les salaires. Mais le retour de bâton sera identique. Il y aura du chômage, il y aura les prix qui vont s'envoler, à la hausse, bien évidemment. Il y aura beaucoup de misère sociale, il y aura des impôts Covid. Aux États-Unis, comme il n'y a pas toute cette protection sociale factice, eh ben, ils en subissent les conséquences tout de suite. Donc 26 millions de chômeurs, là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup. En Italie, à la Chambre des députés, là, il y a eu Sgarbi, c'est un député. C'est pas un extrémiste, c'est un député de Forza Italia, donc du groupe de Silvio Berlusconi. Il dit les morts ne sont pas 25 000. Il dit maintenant stop à l'hypocrisie et au mensonge. Vous comptez tout. Or, les données de l'Institut supérieur de la santé italienne disent que le 96,3% sont morts pour d'autres pathologies. Ça, je vous le dis aussi depuis longtemps dans mes émissions. Donc là, maintenant, il commence à se réveiller un petit peu. Il faut pas trop se réveiller quand même, parce que, voilà, en Suisse, un cardiologue arrêté comme un terroriste, près de Bâle. Le docteur Thomas Binder, qui diffusait depuis un certain temps des opinions pour le moins dérangeantes sur les réseaux sociaux, et dénonçait la panique orchestrée autour de l'épidémie, a été arrêté samedi soir par un commando de la police cantonale et placé dans un établissement psychiatrique. Les rues avoisinantes et la gare toute proche avaient été bouclées à cette occasion. Donc si on rajoute les Allemands qui internent psychiatriquement, et l'armée en France qui achète de la chloroquine. Donc une petite vidéo était passée sur les réseaux sociaux qui a fait le buzz, où on voyait de la chloroquine livrée à l'armée. Donc hier, quand le journaliste a posé la question à Salomon, qui ose encore venir devant les journalistes qui s'intéressent à lui, il a dit « Ah mais je ne commande pas les décisions de l'armée ». C'est très intéressant cette remarque, puisque le ministère des Armées dit avoir constitué un stock par précaution au cas où l'efficacité du traitement défendu, notamment par le professeur Raoult, était vérifiée. Ça revient avec mon émission avec Youssef Indy, qui dit attention, l'armée, c'est pas la police. L'armée n'ira jamais contre son peuple. À méditer. Alors pourquoi les États réagissent comme ça? Et parce que, comme ils ont été baladés par l'OMS depuis le début et par Gates, ils comprennent plus ce qui arrive, parce que les chiffres sont là, je vous le rappelle, c'est quand même dans les pays riches qu'il y a plus de morts par million d'habitants. Des mauvaises décisions ont été prises partout. Donc ici, vous voyez qu'en Italie, des procureurs enquêtent sur les massacres en résidence de soins de santé. Pourtant, en Italie, là-bas, il y en a beaucoup moins qu'en France. En Belgique, on lance une commission d'enquête parlementaire pour qu'un rapport soit établi sur les éventuels dysfonctionnements dans la gestion de la crise sanitaire actuelle. En France, je pense que ça va être pour bientôt. Donc tout ça, ça fait beaucoup de plaintes qui ont déjà été déposées, qui vont être déposées contre tous ces dysfonctionnements de l'État. Et comme dit Philippe de Villiers, ils sont un peu morts de trouille. Donc quand on est mort de trouille, on peut prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Donc c'est pour ça que je compte sur vos témoignages. Vous pouvez m'écrire. Vous avez eu le Covid, comment ça s'est passé? Les médecins. Je ferai des annonces la semaine prochaine. Maintenant, je vais aussi revenir sur quelque chose d'assez stupéfiant. Vous savez que le professeur Montagnier
a fait une sortie remarquée sur la trace de génome du virus de VIH dans le Covid-19. Alors, si vous n'avez pas attrapé le VIH, hein, ça n'a rien à voir. Et donc, regardez comment on a traité cette info, hein, toujours chez les débunkers. Luc Montagnier, prix Nobel controversé. Tout d'un coup, il devient un prix Nobel controversé. Ah, tiens, alors, avant, il faisait Cocorico. Je sais pas si quand il a eu son prix Nobel, c'était Cocorico. Maintenant, ce Cocorico se transforme en controversé. Il est conspué par la communauté scientifique pour ses positions radicales, notamment anti-vaccin. Voilà. Anti-vaccin. Il est anti-vaccin, donc il est nul. On ne peut pas parler vaccin dans ce pays, c'est juste un truc de fou. Et donc Luc Montagnier affirme que le virus résulte d'un travail d'apprenti sorcier, et donc on veut le faire taire, on raconte des conneries. Pourtant, moi j'ai trouvé, juste en fouillant un peu, hein, un microbiologiste russe affirme que le corona est le résultat de scientifiques faisant des choses folles dans le laboratoire de Wuhan. Donc il s'associe à Luc Montagnier. Donc c'est qui? C'est le célèbre professeur russe Peter Chumakov, a déclaré que l'objectif des scientifiques chinois était d'étudier la pathogénicité du virus, mais il a précisé que ce n'était pas leur intention de créer délibérément un tueur artificiel. C'est un chercheur en chef à la capitale russe, à l'Institut Egelhart de biologie moléculaire. Il est également lié au Centre fédéral russe de recherche pour la recherche et le développement des préparations immunologiques. Mais alors, ce qui est surtout très intéressant dans ce qu'il dit, et donc là, comme vous êtes des abonnés extraordinaires, vous allez m'aider. Tel que rapporté par le journal Moskovitsky Komsomolets, il a déclaré qu'il existe plusieurs insertions comme substitution de la séquence naturelle du génome qui lui a conféré des propriétés spéciales. Selon Chumakov, le fait intéressant est que des experts chinois et américains qui ont travaillé avec eux ont publié tous leurs travaux dans la presse ouverte. De plus, il a dit « Je me demande même pourquoi ce contexte arrive très lentement aux gens. Je pense qu'une enquête sera néanmoins ouverte à la suite de laquelle de nouvelles règles seront élaborées qui réglementeront le travail avec les génomes de virus aussi dangereux. Il est trop tôt pour blâmer n'importe qui. » Donc, vous vous rendez compte, il dit que c'est dans la presse ouverte, que quasiment tout le monde sait ça. Ben oui, mais nous, en France, on dit qu'il est fou. C'est quand même très, très particulier. On vit vraiment dans un pays où la presse est complètement censurée. Complètement censurée. C'est que des fake news, quoi. Vous écoutez que des fake news. Et vous avez des petits magazines aux ordres, des petits débunkers aux ordres de ce que raconte Big Pharma. Voilà. Bah, c'est tout. Je ne vais pas vous embêter aujourd'hui, c'est samedi, c'est cool. Demain, je ne sais pas si je fais d'émission, si je ne suis pas là, c'est pas grave. Parce que j'ai beaucoup de boulot pour la semaine prochaine. Et vous comprendrez pourquoi la semaine prochaine. D'ici là, j'attends. Ah oui, s'il vous plaît. Je suis inondé d'emails. La plupart que je reçois, je les efface, puisque c'est « regarde cette vidéo ». Non, je ne regarde pas de vidéo. Ça ne m'intéresse absolument pas, je le dis, je le répète, je n'ai pas le temps. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est des témoignages, écrits ou par vidéo, du personnel soignant, de personnes qui ont été malades. Il faut vraiment qu'on s'en sorte de cette pandémie. Des témoignages, voilà, mais pas de vidéo. Ça ne m'intéresse absolument pas. Si c'est un témoignage en vidéo de 3-4 minutes, oui. Mais sinon, vous m'envoyez des liens vers des chaînes. Franchement, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bye bye.